Bonjour tout le monde, merci Mme Gauthier, merci tout le monde d'être là ce matin. Donc c'est un projet qui a été entamé au mois de septembre dernier, donc septembre 2018, avec des partenaires, donc nous à l'école de design, avec mon laboratoire de recherche qui s'appelle Prefabrications, avec des partenaires académiques, donc qui sont de École Polytechnique Montréal. Il y avait des gens de l'ETS, Yvan Caille-Orgonova de l'ETS, et tout ça sur la gouverne de la chaire Pomerleau. Pomerleau qui finance une chaire industrielle sur la construction qui vise l'innovation, et un des axes de recherche porte sur la préfabrication. Donc ça, c'était le contexte général de l'étude, et on a choisi 9 projets. Les cas que je vais vous présenter, c'est essentiellement des cas qu'on a choisis parce qu'on trouvait qu'ils montraient la préfabrication sur des enjeux historiques, des perspectives historiques, mais à la fois des enjeux d'avenir. Donc les 9 projets touchent à des thèmes qui reviennent dans la préfabrication depuis maintenant plus que 100 ans, et qui touchent aussi à des perspectives qui montrent vers où la préfabrication se dirige. Si on était contingent au début du 20e siècle à la production de masse, dans les années 70, on a gravité vers la personnalisation. Aujourd'hui, on est vraiment dans la préfabrication qui cherche à devenir un peu custom. Donc, chaque projet a une vision, chaque projet a des considérations et comment on gravite vers ce type de préfabrication. Au niveau des 9 cas aujourd'hui, le rapport il fait plus qu'une centaine de pages, donc je le résume aujourd'hui, et je vais résumer sur deux critères qui me semblaient assez importants pour la présentation aujourd'hui. Le premier étant l'échéancier. Est-ce que finalement, ce qu'on dit de la préfabrication, est-ce que ça se révèle à être vrai au niveau de l'échéancier? Est-ce qu'il y a un gain au niveau temps? Donc on a analysé les projets à ce niveau-là. Et au niveau de l'écosystème projet, les défis que mentionnait plutôt Mme Gauthier par rapport à l'intégration, comment ça se manifeste dans les projets, comment on parle de cette intégration-là et comment on cherche à trouver des moyens d'intégrer la préfabrication dans les projets. Donc les 9 projets, nous on a essayé de mettre une table et de dire mais qu'est-ce qui se fait ici au Québec. Donc il y a quelques cas qui sont québécois, il y a des projets nord-américains et il y a des projets aussi à l'étranger. Pourquoi ces 9 cas? Encore là, c'était d'imaginer la préfabrication comme un moyen de produire qui touche, oui, à des éléments traditionnels de modulaire volumétrique, les panneaux, l'équipe de construction, mais aussi à des projets qui cherchent à aller un peu plus loin au niveau de la personnalisation, comment on personnalise les systèmes, et il y a un des projets qui touche particulièrement à cet enjeu-là. Donc je vais passer rapidement à travers les projets qu'on a étudiés, pour à la fin garder un moment pour vraiment vous expliquer certains des enjeux et défis qu'on a relevés. Donc le premier, et il y a aussi une variété au niveau de la programmation. Donc le premier, c'est un projet qui date maintenant de 2010, donc c'est le plus âgé de nos projets. On l'a choisi parce que c'était le premier projet à explorer ce qu'on appelle la préfabrication multimétier. Donc une préfabrication qui n'est pas basée nécessairement sur une composante, mais une préfabrication qui est basée sur un écosystème projet. C'est dans le domaine hospitalier, c'est à Dayton, Ohio, et cette catégorie de préfabrication, si on veut, sur mesure, voit le projet comme une intégration de modules de service. Donc chaque chambre est composée de 3 modules de service, un mur caisson pour de mobilier intégré, une salle de bain et un mur technique de chambre. Et toute la mécanique de corridor aussi a été préfabriquée par bout dans les corridors. C'est un projet donc qui travaille la préfabrication multimétier. C'est quoi la préfabrication multimétier? C'est cette idée de, en amont du projet, de faire toutes les décisions qui ont rapport avec le projet en un système qui va inclure le plus de préfabrication possible. C'est fait par Skanska. Skanska, c'est un des entrepreneurs généraux les plus importants dans le monde actuellement. Et eux, ce qu'ils font maintenant à chaque projet, c'est qu'ils tentent de louer une usine pas très loin du chantier
et en amont, ils vont faire toutes les décisions contractuelles et ils vont tout préfabriquer dans l'usine et amener ces composantes sur site et les assembler. Donc tout va être préfabriqué en usine et ils vont par la suite faire de l'assemblage sur place. Et l'élément qui garantit le succès de cette démarche-là, c'est d'avoir évidemment tous les joueurs autour d'une même table en amont, au début du projet. Donc c'est ce qu'ils cherchent à faire. Chaque projet, aujourd'hui, est accompagné d'une petite ligne de temps, et cette ligne de temps essaie de mettre en évidence un certain nombre de choses. Donc, les étapes traditionnelles d'un projet qu'on a résumé, conception, soumission et construction, pour aller rapidement. Et l'avantage théorique de la préfabrication dans la littérature, c'est qu'on peut chevaucher. On peut chevaucher un certain nombre de choses avec la construction sur site. Ce chevauchement-là devrait permettre un gain théorique au niveau de l'échéancier. C'est l'avantage qui est cité depuis le début, en fait depuis la fin du 19e siècle. Dans la littérature, c'est continuel qu'on a cet avantage-là. Nous, ce qu'on a cherché à voir à chaque fois, c'est est-ce que ce gain se confirme. Dans le cas du Miami Valley Hospital, il y a un gain de 2 mois sur l'échéancier. Donc, il y a un gain de 2 mois, il s'est confirmé. Il n'y a pas juste un gain de 2 mois, il y a aussi une réduction de la main-d'œuvre sur ce projet-là. Et cette réduction de la main-d'œuvre, elle est quand même substantielle. Donc, dans ce projet-ci, ce gain s'est confirmé, mais on parle d'un écosystème projet où tout est coordonné. On parlait de Noyo tantôt, on passe déjà au deuxième projet. On parlait de Noyo. Noyo, c'est aussi un projet qui a été financé il y a quelques années par le programme d'appui à l'industrie québécoise de l'habitation, le PADIC, a été supporté par ce programme-là, et donc on cherchait à le documenter pour savoir finalement qu'est-ce qui s'était passé avec ce projet-là, parce qu'on en entendait parler, et donc on voulait savoir ce qui se passait avec ce projet-là. Essentiellement, dans ce projet, c'est les noyaux qui sont préfabriqués, des modules volumétriques qui contiennent salle de bain, cuisine et espace technique. Espace technique, chauffage, espace mécanique, chauffe-eau, tous ces éléments techniques-là. Et toute la construction autour de ce noyau se fait de façon traditionnelle. C'est un projet donc qui s'est fait, un projet qu'on pourrait qualifier d'essai, parce qu'il y a un seul projet qui s'est fait, de 12 logements. Et par la suite, dans ce projet-là, le gain ne s'est pas manifesté. Donc, un des problèmes qu'on a découvert dans ce projet-là, c'est qu'au niveau de la coordination, il y a plein de décisions qui n'ont pas été coordonnées en amont. Donc, quand on fait les ajustements noyaux, qui est quand même assez précisément construit en usine, et on arrive sur le chantier, où là, ça devient plus, je cherche un meilleur mot, j'en trouve pas, mais plus archaïque au niveau des méthodes de construction, mais ça crée un peu des situations qui peuvent devenir conflictuelles si elles ne sont pas gérées en amont. Et c'est ce qui s'est produit dans ce projet-ci. Mais le produit n'a pas été tenté une deuxième fois, donc on n'a pas eu la chance d'apprendre et de régler ces problèmes-là. Donc le projet est resté à l'état de prototype. Un projet de classe modulaire, ELSA Science and Arts Academy en Californie. Pourquoi ce projet-là? C'est une entreprise qui s'appelle Project Frog, Flexible Response for Ongoing Growth. Donc c'est une entreprise qui cherche à montrer la préfabrication comme un potentiel aussi de personnalisation. On est loin de la production de masse, on cherche vraiment à faire des projets custom, et c'est un joueur qui se positionne entre l'entrepreneur général et les architectes. Donc eux, Project Frog, ils ont dit, mais dans l'industrie, il manque un intervenant qui intègre. Et donc ils se sont positionnés comme cet intervenant qui intègre éventuellement le projet, et eux, ils conçoivent des kits spécifiques. Donc dans ce cas-ci, on parle de kits de construction. Donc toutes les pièces de ce kit-là est construit en usine, conçu par Project Frog selon les demandes de l'architecte. Ils vont concevoir le kit
tel que les demandes que l'architecte le conçoit, et le kit arrive sur place pour être assemblé. Ils se sont positionnés, cette entreprise, pour les classes modulaires, parce qu'en Californie, ça se trouve qu'ils ont des problèmes assez similaires qu'on vit ici au Québec sur la surpopulation des écoles, et donc ils se sont vraiment positionnés sur cet enjeu-là. Donc ils se spécialisent dans cette idée de construire des classes rapidement pour pouvoir servir la demande. Dans ce projet-là, on parle d'un gain de 8 semaines. Donc, il y a un gain de 8 semaines sur un projet qui s'est construit traditionnellement, mais c'est clair qu'il y a un énorme travail qui est fait en amont. Donc, tout le kit est conçu en amont du projet avec les architectes, avec l'entrepreneur. Toutes les décisions de coordination sont prises en amont. Il y a une entente contractuelle qui se fait entre ces trois partenaires-là. Et donc, une fois que le kit arrive au chantier, il a été déjà pré-coordonné à l'intérieur d'un modèle informatique. Peut-être le projet le plus spectaculaire qu'on a étudié, c'est le projet Treek, qui veut dire arbre en norvégien. Donc, c'est une tour de 14 étages en construction bois. Et donc, dans ce projet, l'enjeu, il est commun dans les projets de modulaire volumétrique, c'est qu'à partir de 4 niveaux, il faut renforcer les modules pour pouvoir porter les modules sur une certaine hauteur. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de dire, mais une fois qu'on commence à renforcer les modules, mais ils ne sont plus produits de façon en masse production, donc ils doivent les corriger à chaque fois pour les renforcer. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à chaque 4 niveaux, ils ont un plancher de béton qui porte 4 niveaux de logement, qui permet de garder chaque logement identique. Donc, ça permet de rationaliser. Cette idée de répétition est quand même un des facteurs garant de succès dans ces projets-là. Donc, il y a ce projet de Power Floor. Ça se trouve qu'ici, l'entrepreneur général est aussi l'architecte, est aussi l'ingénieur en structure. Donc, au niveau de la coordination, ça facilite un certain nombre de choses. Donc, dans ce cas-ci, parce que nous, on a fait des entrevues aussi avec ces différentes personnes. Donc, dans ce cas-ci, ça se trouve qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu de ce niveau-là parce que c'est toute la même personne. Donc, on coordonne tout en avance parce qu'on est la même personne et la même équipe passe à un prochain projet. Donc, tous les gains qu'on fait sur un projet sont rapportés sur le prochain. Donc, il y avait un projet qui était pour nous assez spectaculaire. Un autre projet, Patch 22, qui lui était à Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui travaillait plus sur la modularité flexibilité. Donc, ce qu'on a étudié dans ce projet, c'est plutôt une idée de plancher technique. Donc, c'est vraiment juste un plancher technique qui facilite éventuellement la transformation des espaces dans le temps. Un produit qui s'appelle Slimline. Et dans ce cas-ci, la construction avec ce produit de plancher technique était vraiment pour faciliter une évolution dans le temps. La préfabrication, c'est un des enjeux quand on préfabrique des grandes composantes. Après 10-15 ans, on veut changer des choses, on veut opérer des changements, on veut adapter à des nouveaux usages. C'est quand même un des enjeux qui rend la préfabrication des fois difficilement utilisable. Et dans ce cas-ci, ce plancher technique permet de développer un plan libre et qui permet éventuellement de changer la fonction des espaces. Dans ce bâtiment, on peut passer du résidentiel au commercial sans vraiment apporter des grandes modifications parce que le plancher permet de modifier toute la plomberie de chacun des logements. Dans ce cas-ci, on ne parle pas nécessairement de gains, on ne parle pas nécessairement de pertes. C'était kiff-kiff. Donc, il n'y avait pas vraiment de vrais enjeux au niveau de l'échéancier pour ce projet-ci. Projet Saint-Lambert, donc Loggia Saint-Lambert, un projet fait par un de nos fabricants locaux, Bonneville, qui lui est fabricant. Ils ont, eux, fait des soumissions pour aller chercher un entrepreneur général et ils ont travaillé avec un architecte BTA et associé architecte. Et dans ce projet-là, c'est vraiment un projet typiquement d'un type de préfabrication qui existe depuis longtemps.
qui est le modulaire volumétrique. Donc chaque module est constitué, ça fait un logement. Ça fait un logement et un autre logement de l'autre côté d'un corridor. Donc les modules sont vraiment conçus pour construire le projet. Et on parle d'un projet de 240 unités. Chaque unité sort de l'usine, arrive sur le chantier, ça prend une demi-heure pour le poser. Donc dans une demi-heure, l'unité est 90% finie à l'usine. On arrive sur place, dans une demi-heure, elle est posée. Donc cette rapidité-là, elle est vraiment elle est manifeste. Donc quand on construit en usine, on est en climat contrôlé. Une fois qu'on arrive sur site, on peut aller plus rapidement, ça se confirme. Par contre, dans ce projet-ci, le gain ne s'est pas confirmé. Pourquoi ce gain-là ne s'est pas transféré sur l'ensemble du projet? Encore là, il y a des logiques de coordination entre mécanique, électricité, le volume qui arrive sur place, les enjeux du corridor commun, la résistance au feu. Tous ces enjeux de coordination doivent être vraiment coordonnés en amont. Et malheureusement, dans ce projet-ci, ça ne s'est pas nécessairement fait en amont, et donc ce gain-là ne s'est pas nécessairement traduit sur un projet non plus. Donc, dans préfabrication, ça c'est un j'étudie la question, et depuis 1850 on fait de la préfabrication comme on peut la qualifier aujourd'hui. Souvent, on n'apprend pas de ces erreurs. Donc, c'est un des enjeux qu'on a pour aller de l'avant. Et donc, dans ce projet-ci, le gain ne s'est pas confirmé non plus. Un projet à New York, Dean Street, qui est en modulaire volumétrique en acier. Donc, chaque boîte est constituée en acier, puis elle n'est pas nécessairement superposée. Dans ce projet-ci, quand je parlais de devoir renforcer des modules volumétriques à partir de 4 niveaux, c'est le cas aussi en acier. Les modules du bas doivent être renforcés pour porter les modules du haut. Donc, pour éventuellement conserver le module identique, dans ce cas-ci, on a fait une méga structure en acier pour porter chaque module semblable. Cette méga structure en acier, elle a éliminé tous les avantages de la préfabrication et elle a imposé des coûts astronomiques. C'est un projet qui, dans ce cas-ci, le gain ne s'est pas confirmé. On parle d'un retard de plus que 2 ans dans ce projet-ci. Et c'est un projet à cause vraiment de situations conflictuelles qui ne sont pas prévues à l'avance, alors qu'elles auraient pu être prévues à l'avance. Le projet qui est le plus cas de succès dans notre étude, c'est Brock Commons à Vancouver, une tour de 18 étages qui est fait en structure de bois, donc structure poutre et dalles en lamelé croisé, et un panneau de façade sur 2 étages. Donc c'est vraiment 2 stratégies, une structure en bois sur 18 étages, poteaux et dalles en lamelé croisé, et une façade de 2 étages. Donc la façade, dans ce cas-ci, elle a été constituée sur 2 étages pour agir même comme protecteur durant le chantier. Un des enjeux de la construction en bois, c'est comment protéger le bois des intempéries pendant le chantier. Et donc ce panneau de revêtement, qui était aussi bien un panneau de revêtement final, permanent, mais se constituait par module de 2 étages pendant que la structure se montait et venait protéger la structure de bois des intempéries. Donc c'est vraiment une belle stratégie d'organisation de chantier et aussi une stratégie architecturale. C'est un projet où le promoteur, qui est le bras immobilier de l'Université de la Colombie-Britannique, a engagé tous les joueurs en amont et ils ont pu concevoir comme équipe ce projet-là. Donc, un projet qui s'est fait aussi en BIM, donc tout a été modélisé en amont. Donc, tout ce qui pouvait devenir conflictuel a été géré en avance. Et on parle d'un gain d'environ 70 jours sur l'échéancier. Donc, 2 mois et demi environ sur l'échéancier. C'est un gain confirmé. Et c'est un gain qui se met en place dans chacun de leurs projets. Et c'est un projet qui est vraiment intéressant au niveau du mode de réalisation.
Dernier projet à Boston. Pourquoi Boston? La crise de la main-d'œuvre se manifeste à Boston de façon très aiguë. Donc, on voulait voir qu'est-ce que ça amène comme potentiel. Et c'est un de nos fabricants locaux, American Structures, un fabricant de Québec, qui a été appelé à faire les panneaux pour ce projet, parce qu'éventuellement, dans ce projet-ci, les gens ne trouvaient pas de framer dans l'État du Massachusetts. Donc, c'est un producteur du Québec qui est allé sur place. Et la production de murs, ça se confirme, il y a un gain. Faire des panneaux en usine, c'est une des stratégies qui est le plus actuellement utilisée sur les chantiers de construction. Et ça se confirme, il y a un gain à travailler ce genre de préfabrication. En conclusion, il y a ce tableau, malheureusement qui n'est pas très visible à l'écran, je m'en excuse, mais qui était notre tableau d'analyse comparative. Et un des éléments dont je n'ai pas énormément parlé dans la présentation, mais c'est vraiment au niveau du mode de réalisation. Comment on intègre la stratégie de préfabrication, où on l'intègre, qui sont les joueurs, qui sont les facteurs intégrateurs. La préfabrication en soi n'est pas une solution, hein, ça fait partie d'une démarche conceptuelle qui doit être globale, une démarche de projet qui doit être globale, et c'est vraiment des stratégies dans notre étude. Là où il y a un plus, c'est les stratégies qui ont le mieux fonctionné, c'est vraiment là où il y a eu la prise de conscience du projet dans son ensemble par l'ensemble des joueurs. Donc c'est une des leçons qu'on peut apprendre et pour construire des projets. Juste ça, je vous remercie de votre attention. Merci.